Cette nuit-là, à Paris, rien ne semblait différent des autres nuits. Les gratte-ciels de la Défense brillaient de mille feux, leurs silhouettes se découpant sur le velours sombre du ciel. Le murmure de la circulation sur le périphérique parvenait jusqu'à moi, assourdi, plus lointain qu'en plein jour. Mais pour moi, le monde entier était sur le point de s'effondrer. J'avais repris ma voiture pour retourner au bureau. Dubois-Lefebvre Architecture. Vers 22 heures. La raison était simple, j'avais oublié les esquisses cruciales d'un nouveau projet sur mon bureau. Demain matin, j'avais une réunion capitale avec un client. Et je détestais commencer une journée dans la précipitation. Tout aurait dû se dérouler sans accroc. Comme d'habitude. Notre agence occupait le 35e étage d'une tour emblématique au cœur du quartier des affaires. En sortant de l'ascenseur, un silence de cathédrale m'accueillit. Le couloir, d'ordinaire animé par les conversations et le va-et-vient des employés, n'était plus éclairé que par les veilleuses de sécurité. Je sentis sur ma peau le froid de la climatisation, qui tournait encore. Je marchais dans ce couloir familier, chaque pas résonnant avec mes souvenirs. C'était le royaume que Thomas, mon mari, et moi avions bâti à partir de rien. Nous avions commencé dans un petit 2 pièces transformé en bureau, pour devenir l'une des agences d'architecture les plus en vue de la capitale. Chaque mètre carré de cet endroit était imprégné de notre sueur et de nos sourires. La porte du bureau de Thomas était fermée, mais une lame de lumière filtrait par-dessous. Je souris pour moi-même. Il n'était pas encore rentré. Sûrement en train de travailler d'arrache-pied. Comme toujours. Thomas était ambitieux, dévoué à son travail. C'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aimais. Je voulais juste entrer, l'embrasser tendrement et lui murmurer « On rentre à la maison ?» Je tournai la poignée avec une infinie précaution, ne voulant pas le surprendre. La lourde porte en chêne massif s'ouvrit sans un bruit. Et la scène qui s'offrit à mes yeux figea mon cœur. Mon monde s'écroula à cet instant précis. Chloé, ma propre sœur, était assise sur les genoux de Thomas. Ses bras étaient enroulés autour du cou de mon mari. Et ils s'embrassaient. Passionnément. Sous la lumière douce de la lampe de son bureau. Je restais là. Pétrifié. Comme si un sort m'avait été jeté. Mon esprit était un grand vide. Je n'entendais plus rien. Sinon le bruit de mon propre cœur qui se brisait en 1000 morceaux. Le son était si assourdissant que je crus qu'ils allaient l'entendre. Mais ils n'entendaient rien. Perdus dans leur propre monde. La douleur traversa mon corps comme des milliers d'aiguilles. Ce n'était pas de la colère, ni de la haine. C'était la sensation d'être vidé de mon âme. La scène était si surréaliste que je voulus fermer les yeux, me réveiller et découvrir que ce n'était qu'un mauvais rêve. Ma main, toujours posée sur la poignée, se mit à trembler. Je retins ma respiration, me forçant à ne laisser échapper aucun son. Je reculai lentement. Le plus lentement possible. Puis, je refermai doucement la porte, avec une délicatesse qui étouffa le moindre bruit. Je tournai le dos à cette porte, qui avait été le symbole de notre succès et de nos rêves. Elle était devenue la porte de mon enfer. Je quittai le bureau comme une automate. Mon corps bougeait par instinct, mais mon esprit était en ruine. Je ne me souviens pas comment j'ai repris l'ascenseur, ni comment je suis arrivé à ma voiture. Je me retrouvai derrière le volant, les clés encore dans ma main tremblante. Je fixais les lumières de la tour en face. La tour où se trouvait mon bureau. Non. Mon ancien bureau. Une première larme coula silencieusement sur ma joue. Je mis le contact et m'éloignai de cet endroit. Roulant sans but. L'image de ces deux personnes tournait en boucle dans ma tête.
La sœur que j'aimais et que j'avais élevée comme ma propre fille. Le mari en qui j'avais une confiance absolue et à qui j'avais donné ma vie. Il m'avait trahi. Dans le lieu que j'aimais et dont j'étais la plus fière. Je rentrais à notre Pentouze, près du Trocadéro. Notre nid d'amour, que nous avions conçu ensemble dans les moindres détails. C'était l'endroit où je m'étais toujours sentie le plus en sécurité. Le plus heureuse. Mais cette nuit, il ressemblait à une cage dorée, vide et glaciale. J'entrai dans le salon obscur. Le clair de lune, filtrant à travers les immenses baies vitrées, révélait les ombres des meubles de luxe. Le canapé en cuir où nous regardions des films ensemble me paraissait hostile. La table basse où nous discutions de notre avenir semblait glacée. Tout ce qui avait été rempli d'amour n'était plus que vide. Les souvenirs affluèrent, me blessant sans répit. Le jour où Thomas s'était agenouillé sur cette terrasse pour me demander en mariage. Le jour où nous avions sabré le champagne pour célébrer notre premier grand contrat. Le jour où j'avais donné à Chloé sa première carte de crédit. Lui disant de l'utiliser pour ses frais de scolarité et pour s'acheter ce qui lui faisait plaisir. Le sourire radieux de ma sœur ce jour-là. N'était-ce qu'un mensonge ? La douleur s'intensifiait. Ce n'était pas seulement l'infidélité d'un mari. C'était la trahison de ma propre sœur. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde s'étaient liguées pour détruire ma vie. C'était comme recevoir 2 coups de poignard en plein cœur. Simultanément. Je m'effondrais sur le tapis épais et doux. Je serrais mes genoux, essayant d'arrêter les tremblements de mon corps. Mais je ne pouvais pas. Le froid venait de l'intérieur. De mon cœur. Brisé en morceaux irréparables. Pourquoi ? La question résonnait dans ma tête. Que avais-je fait de mal ? Ne m'étais-je pas assez occupée d'eux ? Étais-je trop absorbée par le travail ? Ou trop aveugle pour voir les signes ? La confusion m'envahit. Accompagnée d'un sentiment de culpabilité. Non. Je secouai la tête dans l'obscurité. Ce n'était pas ma faute. J'avais tout donné pour ma famille. Pour l'agence. Pour eux. La faute reposait sur leur déloyauté et leur cupidité. Je levai les yeux vers le haut plafond. Vers le lustre en cristal que j'avais choisi moi-même. Ces reflets m'avaient autrefois donné l'impression d'être une princesse dans son château. Maintenant, ils ressemblaient à des millions de larmes sur le point de tomber pour m'ensevelir. La nuit serait encore longue. Et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur ce sol froid. Le temps semblait s'être arrêté. Tout était flou autour de moi. Seule l'image de la scène dans le bureau restait d'une clarté effroyable. Comme si elle venait de se produire. Vague après vague. La douleur déferlait dans mon cœur, m'empêchant presque de respirer. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait me tira de ma torpeur. Je levai la tête, le cœur battant à tout rompre. Thomas et Chloé entrèrent. Ils étaient rentrés. La lumière du hall d'entrée éclaira leur visage. Élise. Pourquoi tu restes dans le noir comme ça ? Tu n'allumes pas ? La voix de Chloé était enjouée. Comme si de rien n'était. Elle s'apprêtait à appuyer sur l'interrupteur. Non. Dis-je d'une voix neutre. Ma propre voix me semblait étrangère. Chloé s'arrêta. Un peu surprise. Mais continua à agir normalement. Tu es rentrée tard ? Élise. Tu étais où ? Demanda Thomas. Sa voix semblait fatiguée par le travail. Ou par la comédie. Il posa sa mallette sur la console et desserra sa cravate. Une performance d'acteur parfaite. Si je n'avais pas vu la vérité de mes propres yeux. J'étais au bureau. Chercher des documents. J'avais oublié des esquisses. Répondis-je, m'efforçant de garder une voix stable.
Je me levai lentement, fixant les deux personnes en face de moi. L'un était le mari que je pensais connaître par cœur. L'autre, la sœur que j'aimais plus que tout. Maintenant, il me semblait être des étrangers. Ah. Tu as bien fait. Comme ça tu ne seras pas pressé demain. Acquiesça Thomas. Je viens juste de finir aussi. Je suis épuisé. Il s'approcha de moi, faisant mine de vouloir m'enlacer comme chaque soir. Mais je fis un pas en arrière, gardant mes distances. Une lueur d'incompréhension passa dans ses yeux. Et toi, Chloé? Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée chez toi à cette heure? Je me tournai vers ma sœur. Oh. Je suis passé voir Thomas au bureau. Je voulais lui proposer d'aller manger un morceau, mais il m'a dit qu'il était débordé. Alors je suis restée pour lui tenir compagnie. Elle m'adressa un sourire angélique. Ce sourire qui m'avait toujours attendri. Mais qui, à présent, me donnait la nausée. Chaque mot était un mensonge soigneusement préparé. Je les regardais tour à tour, observant leur pitoyable spectacle. La douleur dans mon cœur commençait à se transformer en une froideur de glace. Mes larmes s'étaient taries, ne laissant place qu'à un calme terrifiant. Je me dirigeai vers la table basse et pris mon téléphone. J'ai quelque chose d'intéressant à vous faire écouter, dis-je doucement. J'appuyai sur le bouton de lecture du dernier enregistrement audio. C'était une habitude que j'avais, lancer l'application dictaphone lors de discussions de travail urgentes pour pouvoir réécouter les détails plus tard. Et cette nuit, j'avais oublié de l'éteindre en entrant dans le bureau. Le son n'était pas parfait. Il y avait un léger grésillement. Mais il était assez clair pour entendre les rires de Chloé. Assez clair pour entendre la voix grave de Thomas dire « Tu m'as tellement manqué ». Et le bruit répugnant de leur baiser. Il était si net qu'il déchira à nouveau mon cœur. Les visages de Thomas et Chloé devinrent livides. Leurs sourires s'effacèrent, laissant place à la stupeur et à la panique. La comédie si bien huilée venait de s'effondrer en un instant. Élise. C'est. Thomas bafouilla, incapable de trouver ses mots. C'est quoi? Thomas? Demandai-je d'un ton glacial. Tu peux m'expliquer? S'il te plaît? Je suis désolé. Ce n'était qu'un moment de faiblesse. Balbutia-t-il. J'étais stressée. Surmenée. Chloé était juste là pour me réconforter. Te réconforter? Je ris doucement. Un rire sans aucune joie. C'est comme ça qu'on se réconforte. Maintenant? Je me tournai vers Chloé. Ma sœur tremblait, les larmes aux yeux. Élise. Je suis désolée. S'il te plaît. Ce n'est pas que de ma faute. C'est Thomas. C'est lui qui a commencé. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes, pointant Thomas du doigt, lui rejetant toute la faute. Chloé! S'écria Thomas. Choqué. Mais c'est la vérité. C'est toi qui m'as appelé dans ton bureau. Qui m'a dit que je te manquais. Que tu m'aimais. Moi. J'ai juste été faible. Elle s'effondra sur le sol, pleurant à fendre l'âme, comme si elle était la pauvre victime. Une nouvelle pièce de théâtre venait de commencer. Celle de la jeune sœur innocente, séduite par le mari de sa propre sœur. Je regardais la scène, impassible, sans pitié, sans compassion. Le seul sentiment qui m'habitait était le vide. Ils se rejetaient la faute l'un sur l'autre. Mais pour moi, peu importait qui avait commencé. La vérité, c'est qu'ils m'avaient trahi. Tous les deux. Assez, dis-je, coupant court à leur mélodrame.
Ma voix était assez forte pour les faire taire et les obliger à me regarder. Je ne veux pas entendre vos excuses. Je ne veux pas entendre vos regrets. Je ne veux plus rien entendre. Je pris une profonde inspiration, rassemblant toutes mes forces. Prenez vos affaires. Et sortez de chez moi. Tous les deux. Ma phrase était claire et définitive. Thomas écarquilla les yeux. Élise. Mais où veux-tu que j'aille? C'est notre maison. Plus maintenant? Répondis-je. C'est ma maison. Une maison construite avec mon argent et ma sueur. Et il n'y a pas de place ici pour les traîtres. Élise. Ne me chasse pas s'il te plaît. Où vais-je aller? Chloé continuait de se lamenter. C'est ton problème? Répliquai-je froidement. Quand tu as décidé de t'asseoir sur les genoux du mari de ta sœur, tu aurais dû y penser. Mes mots étaient comme des lames de rasoir sur leur plaie. La douleur que j'avais endurée pendant des heures. Je leur en rendais une partie. Soudain, mon téléphone sonna. Le nom « Maman » s'afficha sur l'écran. Mon cœur se serra. Je sus immédiatement que Chloé avait déjà eu le temps de lui envoyer un message pour se plaindre. Je répondis. La voix anxieuse de ma mère retentit. Élise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Chloé m'envoie un message pour me dire que tu la mets à la porte? Je fermai les yeux, me préparant à ce qui allait suivre. Maman. Je t'expliquerai plus tard. Pas question d'attendre. Dis-moi tout de suite. Pourquoi vous ne pouvez pas discuter calmement? Les disputes entre sœurs? Ça arrive. Tu es l'aînée. Tu dois être patiente avec elle. La voix de ma mère était comme de l'huile sur le feu. Le sentiment de solitude m'envahit à nouveau. Même dans cette situation, ma mère choisissait de prendre le parti de ma sœur. Ce n'est pas une simple dispute? Maman. Tentai-je d'expliquer. Et c'est quoi alors? Thomas. Thomas est avec toi? Passe-le-moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit. Thomas m'arracha le téléphone des mains. Bonsoir. Maman. C'est moi. Oui. Nous avons eu un petit malentendu. Élise est juste un peu à cran en ce moment. Il commença à raconter sa version de l'histoire. Celle qui le mettait sous le meilleur jour. Je cessai d'écouter. Je savais que ma mère le croirait. Elle adorait Thomas comme son propre fils. Et me répétait toujours la chance que j'avais de l'avoir comme mari. Je m'éloignai. Sortant sur la terrasse. Cet endroit autrefois rempli de bonheur. Le vent nocturne caressa mon visage, m'apportant un léger soulagement. J'entendais vaguement la voix de ma mère au téléphone. Les hommes font tous des erreurs. Élise. Il faut savoir pardonner. Pense à ta famille. À ce que vont dire les gens. L'expression « ce que vont dire les gens » fut le déclic final. Je ne tolérerais plus de vivre dans une relation factice pour sauver les apparences. Ma vie m'appartenait. Ma douleur m'appartenait. Et la décision finale me revenait. Je retournai dans le salon. Thomas avait raccroché. Il me regarda avec un air plein d'espoir, pensant que ma mère avait réussi à me raisonner. Élise. Maman a dit que... Ma décision est prise. Le coupai-je. Sortez. Avant que j'appelle la police. Son regard passa de l'espoir à la colère. Élise. Tu es devenue complètement folle. Oui. Je suis peut-être folle. Alors ne tentez pas le diable. Je le fixai droit dans les yeux. Il n'y avait plus aucune hésitation dans mon regard. Finalement. Thomas céda. Il se tourna pour aider Chloé à se relever. Ma sœur sanglotait toujours. Ils prirent quelques affaires à la hâte, les jetant dans un sac. Avant de franchir la porte,
Ils se retournèrent une dernière fois. Leurs visages, autrefois si aimés, n'étaient plus que des masques de défaite et de ressentiment. La porte se referma derrière eux. Et cette fois, ce fut moi qui entendis le son. Un son qui marquait la fin définitive d'un chapitre de ma vie. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas triste. J'étais juste fatiguée. Épuisée. Mais au fond de moi, je savais que c'était un commencement. Le commencement d'une bataille pour reconquérir ma vie et ma dignité. Je repris mon téléphone. Je fis défiler mon répertoire. J'appelai d'abord Étienne, le chef de l'équipe de conception, mon plus fidèle collaborateur. L'appel suivant fut pour Maître Durand, le meilleur avocat d'affaires que je connaissais. La guerre ne faisait que commencer. Une fois la porte refermée, le silence envahit de nouveau le Penthouse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence oppressant, c'était un silence apaisant. Je pris une profonde inspiration, laissant la réalité s'installer dans chaque fibre de mon être. Mon mariage était terminé. Il avait pris fin cette nuit. Je ne regrettais pas de les avoir chassés. La déception et la douleur s'étaient muées en une détermination sans faille. Je ne serais pas la victime de cette histoire. Je ne les laisserais pas détruire tout ce que j'avais construit avec tant de difficultés. Le premier que j'appelai fut Étienne. Architecte senior. Mon bras droit au sein de l'équipe de conception. Étienne était un homme droit et d'une grande éthique professionnelle. Il répondit d'une voix ensommeillée. Madame Dubois? Que se passe-t-il à cette heure? Étienne. J'ai besoin de vous parler d'urgence. Pouvons-nous nous voir demain matin au café près du bureau? Avant le travail? Le sérieux dans ma voix a dû l'alerter. Bien sûr. Y a-t-il un problème? Madame Dubois? Oui. Un gros problème. Mais je préfère en parler en personne. C'est très important. D'accord. 8 heures. Au café. Je raccrochai, me sentant déjà un peu moins seule. Au moins, je n'étais pas seule dans ce combat. L'appel suivant fut pour Maître Durand. L'avocat que notre agence avait consulté pour des contrats commerciaux. Il était réputé pour sa perspicacité et n'avait jamais perdu un procès. Madame Dubois. Quelque chose d'urgent? Pour appeler si tard? Oui. Maître. J'ai besoin de votre aide. Je veux divorcer. Et je veux protéger mes droits au sein de mon entreprise. Je lui racontai les événements de manière concise et directe. Sans lamentation. Sans effusion d'émotion. Juste les faits. Maître Durand écouta en silence avant de répondre d'une voix ferme. Je comprends. Madame Dubois. Ne faites rien d'impulsif. Venez à mon cabinet demain à 13 heures. Apportez tous les documents relatifs à l'entreprise et à votre mariage. Nous allons gérer cela au plus vite. Parler à ces deux hommes me donna un point d'ancrage. Le chaos dans mon esprit commença à s'organiser. Je savais que le chemin à venir serait difficile. Thomas n'était pas du genre à abandonner. Surtout quand il s'agissait d'argent et de pouvoir. Il se battrait par tous les moyens pour garder ce qu'il considérait comme sien. Je me rendis dans mon bureau personnel au sein du Penthouse. Une pièce remplie de livres de design et d'esquisses de projets. C'était mon véritable sanctuaire. J'allumai mon ordinateur, accédant au serveur de l'entreprise. Je devais me préparer, rassembler toutes les informations nécessaires avant que Thomas ne s'en rende compte et ne bloque mes accès. Je passai la nuit à télécharger les fichiers importants. Les contrats de projet, les bilans financiers, les comptes de revenus et de dépenses. Plus je fouillais dans le système, plus je remarquais des anomalies. Des dépenses importantes étaient enregistrées sous la rubrique honoraires de consultants pour projets spéciaux.
dont je n'avais jamais entendu parler. Le compte bénéficiaire appartenait à une société dont le nom ne me disait rien. Mon cœur se mit à battre plus fort. Un mauvais pressentiment m'envahit. Quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre, j'étais toujours devant mon écran. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était plus alerte que jamais. Je pris une douche, m'habillai, choisissant le tailleur le plus chic et le plus puissant de ma garde-robe. Ce n'était pas le moment de montrer de la faiblesse. Je devais être forte, non seulement pour moi, mais aussi pour les employés qui croyaient en moi. J'arrivai au café avant l'heure. Étienne entra, l'air inquiet. Madame Dubois. Que s'est-il passé? Vous avez l'air bouleversée. Je ne tournais pas autour du pot. Thomas me trompe. Avec Chloé. Ma propre sœur. Étienne écarquilla les yeux. Choqué. Mais son regard n'était pas aussi surpris que je l'aurais pensé. Il resta silencieux un instant. Comme s'il pesait ses mots. J'aurais dû vous le dire plus tôt? Finit-il par avouer. J'ai souvent vu Monsieur Lefebvre et votre sœur ensemble après le travail. Je l'ai vu lui acheter des sacs de luxe. Mais je n'ai pas osé parler. J'avais peur de vous faire de la peine? De me tromper. Ces paroles confirmèrent une douloureuse vérité. J'avais été stupide. Trop aveugle pour voir ce qui se passait sous mon nez. Ce n'est pas grave? Étienne. Maintenant? Je sais. Dis-je en ravalant mes émotions. Si je vous ai demandé de venir, c'est que j'ai besoin d'aide. Je vais divorcer de Thomas et quitter l'agence. Quitter Dubois Lefebvre? Mais c'est impossible, s'exclama-t-il. Je ne pars pas. Étienne. On me pousse dehors. Je sais que Thomas fera tout pour prendre le contrôle total. C'est lui le PDG. Il gère les finances et les relations commerciales. Mais vous êtes le cœur créatif de cette agence. Sans vous, elle ne peut pas survivre. C'est exactement de cela que je veux vous parler. Étienne. Si je dois créer une nouvelle agence, viendrez-vous avec moi? C'était une question risquée. Je lui demandais de quitter la sécurité pour tout recommencer avec moi. Étienne me regarda fixement. Je vis de l'hésitation dans ses yeux, mais aussi de la confiance. Où que vous alliez, je vous suis, répondit-il avec fermeté. Moi et plusieurs autres membres de l'équipe de conception, nous travaillons ici parce que nous croyons en votre vision, pas en celle de Monsieur Lefebvre. Les larmes me montèrent aux yeux, des larmes de gratitude. Le jour où je me sentais abandonnée de tous, il y avait au moins des gens prêts à se tenir à mes côtés. Plus tard dans la matinée, ma mère appela de nouveau. Cette fois, sa voix n'était pas agressive, mais pleine de déception. Élise. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi t'obstines-tu à ne pas m'écouter? Maintenant, Thomas et ta sœur doivent vivre dans un hôtel. C'est pitoyable. Et moi? Je ne suis pas pitoyable. Maman? Celle qui s'est fait trahir par son mari et sa propre sœur? Elle n'est pas pitoyable? Répliquai-je. Le ressentiment éclatant. Je veux juste que les choses s'arrangent. Nous sommes une famille. Il faut savoir pardonner. En agissant ainsi, tu détruis tout. Tu détruis la réputation de notre famille. La réputation de la famille est plus importante que ce que je ressens? Élise, me cria-t-elle. Si tu me considères encore comme ta mère, retourne avec Thomas. Et ramène ta sœur à la maison. Je t'en supplie. Je raccrochai, incapable d'en entendre plus. Chaque mot de ma mère était un coup de couteau dans la plaie.
Je me sentais complètement seule. La famille sur laquelle j'avais toujours cru pouvoir compter était la première à me rejeter. L'amour de ma mère était conditionné à mon sacrifice et à ma patience pour préserver les apparences sociales. Cet après-midi-là, je me rendis au cabinet de Maître Durand. Je lui remis tous les documents que j'avais préparés, y compris les fichiers financiers suspects. Il les examina en détail, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « Madame Dubois. Cette affaire est peut-être plus complexe qu'un simple divorce ? Dit-il. D'après les informations que vous m'avez fournies, il semblerait que Monsieur Lefebvre ait pu se livrer à un détournement de fonds. C'est une affaire pénale. Mon cœur rata un battement. Détournement de fonds ? Je n'aurais jamais cru Thomas capable d'une telle bassesse. Le peu d'amour qu'il me restait pour lui s'évapora complètement. Il ne restait qu'un vide immense et le sentiment d'une trahison absolue. Que pouvons-nous faire ? Demandai-je d'une voix tremblante. D'abord, nous allons demander une ordonnance de protection en référé pour geler les actifs et les comptes de l'entreprise. Cela empêchera Monsieur Lefebvre de transférer plus d'argent. Ensuite, nous entamerons la procédure de divorce et le partage des biens, ainsi que la poursuite pour abus de confiance. Maître Durand expliqua les étapes clairement. C'était une guerre totale. Pas seulement sur le champ de bataille du cœur, mais aussi sur celui de la loi. Je sortis du cabinet d'avocat en fin de journée. Le ciel de Paris commençait à prendre des teintes orangées. Je me sentais épuisée, corps et âme. Mais dans cette fatigue, il y avait une détermination claire. Je ne me battais pas pour la vengeance. Je me battais pour la justice. Pour protéger mes droits. Et pour construire un nouveau chapitre de ma vie. De mes propres mains. Les fondations de mon mariage s'étaient peut-être effondrées. Mais c'était l'occasion de construire de nouvelles fondations. Plus solides. Des fondations qui n'appartiendraient qu'à moi. La semaine qui suivit le dépôt de ma demande de divorce et de l'ordonnance de protection judiciaire marqua le début d'une guerre totale. C'était une guerre froide, sans affrontement direct, mais remplie de manœuvres stratégiques et de pression de toutes parts. L'appartement, autrefois notre nid d'amour, était devenu mon quartier général. J'avais transformé mon chagrin en force, mes larmes en détermination. Maître Durand travailla avec une rapidité et une efficacité redoutables. L'assignation du tribunal fut signifiée à Thomas à l'agence un lundi matin. Je pouvais imaginer son visage, stupéfait et furieux. L'ordonnance de protection l'empêchait de réaliser toute transaction financière au nom de l'entreprise sans contrôle judiciaire. C'était une amputation soudaine de son pouvoir économique. Bien sûr, il ne resta pas les bras croisés. Thomas m'appela des dizaines de fois. Mais je ne répondis pas. Il passa au message. D'abord suppliant. Élise. Pourquoi tu me fais ça ? On peut en parler calmement. N'allons pas jusque-là. Face à mon silence, le ton changea. Devenant menaçant. Tu crois que tu vas gagner comme ça ? Élise ? N'oublie pas qui a bâti le réseau de clients dans cette boîte. Sans moi. Tu n'es qu'une architecte que personne ne connaît. Je lus chaque message avec un calme olympien. Ces mots ne me blessaient plus. Ils ne faisaient que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Un homme comme Thomas n'aimait que lui-même et ses propres intérêts. Il ne m'avait jamais vu comme sa partenaire, mais comme un simple outil créatif pour lui rapporter de l'argent. Pendant ce temps, Étienne agissait comme mon informateur secret au sein de l'agence. Il me raconta que l'atmosphère était extrêmement tendue. Thomas avait convoqué tous les chefs de service, sauf lui. Il tentait de faire croire que j'avais des problèmes psychologiques, une dépression qui m'empêchait de travailler. Il m'accusait de vouloir détruire l'entreprise par caprice. Il essaie de faire croire à tout le monde que vous êtes en tort, et que lui protège l'entreprise.
me dit Étienne au téléphone. La voix grave. La plupart des employés sont perdus. Mais les services comptabilité et marketing, proches de lui, commencent à se montrer hostiles envers notre équipe de conception. Laissez-le parler. Étienne. La vérité reste la vérité, répondis-je. Pour l'instant, j'aimerais que vous m'aidiez à rassembler toutes les esquisses et portfolios de mes travaux et de ceux de notre équipe. Surtout les projets que Thomas a présentés à des clients sans moi. Essayez de me trouver des copies des contrats et des documents pertinents. Je ne voulais pas seulement divorcer. Je voulais des preuves pour démontrer que le cerveau et la force de travail qui avaient bâti Dubois-Lefebvre Architecture étaient majoritairement les miens. Étienne et quelques designers de confiance commencèrent leur mission de collecte de preuves en toute discrétion. C'était comme une opération d'espionnage au sein de notre propre organisation. Chaque soir, après le travail, ils copiaient des fichiers et photocopiaient des documents importants qu'ils me remettaient dans un café voisin. À chaque fois que je voyais le dossier s'épaissir, ma confiance dans mon combat grandissait. De nombreuses esquisses que j'avais dessinées à la main. Des concepts que j'avais détaillés par écrit. Beaucoup concernaient des projets à succès qui avaient fait la renommée de l'agence. Mais dans les documents de présentation aux clients, mon nom n'apparaissait qu'en tant que consultante senior, tandis que celui de Thomas trônait en tant que directeur de projet. Il m'avait lentement marginalisé au fil des ans. Et j'avais été assez stupide pour ne jamais le remarquer. Tandis que la guerre au bureau se déroulait en silence, celle au sein de ma famille faisait rage. Ma mère m'appelait tous les jours. Parfois en pleurant, parfois en me réprimandant. Chloé lui soufflait chaque jour sa version de l'histoire, où elle jouait le rôle de la pauvre héroïne persécutée par sa méchante sœur. Sais-tu à quel point Chloé souffre en ce moment? Elle doit vivre avec Thomas dans un petit hôtel. Elle ne mange plus, ne dort plus. Et tout ça, c'est de ta faute. Et ma souffrance à moi. Maman, tu me l'as demandé un jour? Nos conversations se terminaient toujours dans la douleur pour nous deux. Je commençais à comprendre que l'amour de ma mère était partial. Elle voyait Chloé comme la petite dernière à protéger, et moi comme l'aînée qui devait se sacrifier et endurer. Notre relation se fissurait de manière irréparable. Quant à Chloé, elle montrait son vrai visage. Elle publiait des photos sur les réseaux sociaux, la montrant avec Thomas dans des endroits luxueux. Sans légende explicite. C'était une manière non officielle d'annoncer leur relation. Des amis et des connaissances commencèrent à m'envoyer des messages. Inquiets. Je ne répondis à personne, me contentant de bloquer ces publications et de continuer ma vie. Ces actions ne me blessaient plus. Elles me laissaient un sentiment de pitié. Une nuit, en examinant l'épais dossier qu'Étienne m'avait apporté, je passais en revue les documents financiers que j'avais récupérés sur le serveur cette fameuse nuit. Je suivis les virements vers cette société de conseil nommée TC Solutions. Le nom me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à m'en souvenir. Je fis une recherche sur le nom de l'entreprise dans une base de données commerciales en ligne. Et ce que je découvris me glaça le sang. TC Solutions était enregistré au nom de 2 actionnaires. Le premier, Thomas Lefebvre, mon mari. Et le second, Chloé Dubois, ma sœur. Les initiales TC. Pour Thomas et Chloé. Mon cœur s'emballa. Mes mains devinrent froides. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas juste du vol de propriété intellectuelle. C'était un complot organisé pour détourner l'argent de l'entreprise. Ils avaient créé une société écran, fabriqué de fausses factures de conseil, et Thomas avait approuvé les paiements de Dubois-Lefebvre Architecture vers leur propre société. Depuis combien de temps faisait-il ça? Je vérifiai les dates des transactions. Cela avait commencé il y a presque 2 ans. Exactement au moment où Chloé avait commencé son stage dans notre agence.
Les montants variaient de plusieurs dizaines de milliers à des centaines de milliers d'euros chaque mois. Au total, sur 2 ans, cela représentait près de 2 millions d'euros. J'eus l'impression de recevoir un coup de massue sur la tête. Toute la confiance que j'avais placée en ces deux personnes s'était volatilisée. Ils ne s'étaient pas juste égarés. Ils avaient délibérément et méthodiquement planifié de me trahir et de me voler depuis le début. Chaque sourire, chaque mot doux, chaque geste d'affection. Tout faisait partie d'une grande mascarade pour m'aveugler. Les larmes que je croyais taries se remirent à couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et d'une profonde déception en l'humanité. J'avais été trahi de la manière la plus froide qui soit par les deux personnes que j'aimais le plus. Cette douleur était plus profonde que toutes les autres. C'était comme découvrir que la maison dans laquelle on a toujours vécu était rongée de l'intérieur par des termites. Et que ces termites étaient la personne qui partageait votre lit et votre table. J'appelai immédiatement Maître Durand. Même s'il était très tard. Je lui racontai ma découverte d'une voix tremblante. Maître Durand. C'est bien pire que ce que nous pensions. Calmez-vous. Madame Dubois. Dit-il de sa voix posée. C'est la pièce à conviction maîtresse. La preuve irréfutable qui nous fera gagner ce procès. Apportez-moi tous les documents demain. Nous passons de la défense à l'attaque. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les souvenirs affluaient. Le jour où Chloé avait dit qu'elle voulait une nouvelle voiture, et où Thomas s'était proposé de payer l'acompte comme cadeau de fin d'études. Le jour où il m'avait invité en voyage à l'étranger. Dans des hôtels de luxe. Thomas prétendant avoir reçu une prime exceptionnelle de l'entreprise. Tout cela. C'était mon argent. L'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. L'argent qu'ils m'avaient volé ensemble. Le sentiment d'avoir été une idiote m'envahit. Mais je le chassai rapidement. Ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur son sort. C'était le moment de se battre. Ils avaient réveillé le monstre qui dormait en moi. Et j'allais leur faire comprendre que trahir ma confiance avait un prix. Un prix très élevé. Le lendemain matin, je me rendis chez Maître Durand avec ma nouvelle pile de preuves. Ses yeux s'illuminèrent en voyant les statuts de la société TC Solutions et l'historique complet des virements. Excellent. Madame Dubois, dit-il. C'est ce qu'on appelle un smoking gun. La preuve irréfutable. Ils sont piégés. Notre stratégie changea immédiatement. Nous n'étions plus dans une simple procédure de divorce et de partage des biens. Nous allions ouvrir un front majeur, une plainte pénale contre Thomas et Chloé pour escroquerie et abus de confiance en bande organisée. C'était une décision radicale. Je savais que cela signifiait une rupture définitive avec ma sœur et ma mère. Mais je n'avais pas le choix. La justice devait passer avant tout. Lorsque l'assignation au pénal fut signifiée à Thomas et Chloé, la situation explosa. Thomas débarqua devant mon Montpentouse, hurlant des insultes devant la porte. « Élise, tu veux détruire ma vie. C'est ça? Ouvre cette porte. Il faut qu'on parle. » Je n'ouvris pas. J'appelai simplement la sécurité de l'immeuble pour qu'on le fasse partir. Je l'observai sur l'écran de l'interphone. Son visage déformé par la colère et le désespoir. L'homme autrefois si élégant et sûr de lui n'était plus qu'une pitoyable épave. Bien entendu, mes actions eurent des répercussions familiales violentes. Ma mère m'appela. Sa voix stridente, à peine audible. « Élise. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas porter plainte contre ta propre sœur? Tu n'es pas humaine. Tu as un cœur de pierre. » Chaque mot de ma mère était un coup de fouet. Maman. Ils m'ont volé près de 2 millions d'euros. L'argent de l'entreprise. L'argent pour lequel j'ai travaillé jour et nuit. Tentai-je d'expliquer rationnellement. L'argent est plus important que la famille?
Tu veux envoyer ta sœur en prison? Si tu ne retires pas ta plainte? Ne m'appelle plus jamais maman. Puis elle raccrocha, me laissant dans le silence, secouée par les sanglots. C'était douloureux. Comme si mon cœur allait se briser. Le jour où j'avais le plus besoin de ma mère, elle choisissait de protéger celle qui avait commis la faute, simplement parce qu'elle était la plus jeune. Son amour pour moi était bel et bien éteint. La nouvelle de la plainte se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu de l'architecture et des affaires. Dubois-Lefebvre Architecture, autrefois l'étoile montante, était maintenant au cœur d'un scandale. Plusieurs clients, perdant confiance, mirent leur projet en attente. Les employés se divisèrent clairement en deux camps. Ceux loyaux à Thomas, principalement dans l'administration et le marketing, commencèrent à faire circuler des rumeurs malveillantes à mon sujet. Ils disaient que j'étais une femme trompée, hystérique et mentalement instable. Ils prétendaient que j'avais inventé l'histoire de détournement de fonds pour détruire la réputation de Thomas. Ils essayaient de me peindre en sorcière et de faire de Thomas et Chloé les victimes de ma colère. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains me soutenaient, d'autres m'insultaient. Je dus fermer tous mes comptes pour échapper à cette cruauté. Thomas et Chloé ne restèrent pas inactifs. Ils engagèrent un avocat et lancèrent la contre-attaque. Ils affirmèrent que TC Solutions était une véritable société de conseil et que l'argent versé était une rémunération légitime pour des services de conseil en marketing et en développement commercial. Ils tentèrent de fabriquer de fausses preuves pour étayer leurs dires. La pression venait de toutes parts. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Je perdis plusieurs kilos. Parfois, je me réveillais en pleine nuit, terrifiée et seule. Cette guerre était plus grande et plus lourde que je ne l'avais imaginé. Plusieurs fois, je fus sur le point d'abandonner, de tout laisser tomber et de fuir. Mais à chaque fois que la faiblesse me gagnait, je repensais à cette scène dans le bureau. L'image de ces deux personnes me trahissant. La douleur se transformait en colère, et la colère en force pour continuer le combat. Je ne les laisserai pas obtenir ce qu'ils voulaient. Je ne laisserai pas le mal triompher. Étienne devint mon plus grand soutien durant cette période. Il m'appelait souvent pour prendre de mes nouvelles et m'encourager. Tenez bon. Élise. Toute l'équipe de conception croit en vous. Ces mots étaient un baume sur mon cœur. Il continuait de m'aider secrètement à rassembler des preuves. Il mit en lumière les liens entre les projets pour lesquels TC Solutions prétendait avoir été consultante et les projets dont Thomas m'avait volé les idées. C'était un puzzle qui, pièce par pièce, révélait une image de plus en plus claire. Un jour, je reçus un colis sans expéditeur. À l'intérieur, une petite clé USB. Intriguée, je la branchai sur mon ordinateur. Elle contenait plusieurs fichiers audio. Des enregistrements de conversation. Je lançai le premier fichier et fus abasourdi. C'était la voix de Thomas et Chloé. Ils discutaient de la fabrication de fausses preuves pour le procès. On doit créer de faux devis. Antidatés. Et des comptes rendus de réunions qui n'ont jamais eu lieu. Il faut que tout ait l'air vrai. Que ta société ait vraiment travaillé pour nous. Disait la voix de Thomas. Et s'il découvre tout? J'ai peur. Thomas. La voix de Chloé était pleine d'anxiété. Ne t'inquiète pas. Tant qu'on s'en tient à la même version. Le tribunal se base sur les documents. Personne ne saura qu'ils ont été créés après coup. J'écoutais tous les enregistrements. Le cœur battant à tout rompre. Que était-ce que c'était? Qui m'avait envoyé ça? C'était comme si quelqu'un dans le camp de Thomas, en désaccord avec ses méthodes, avait voulu m'aider secrètement. Je ne savais pas qui c'était. Peut-être sa secrétaire? Ou un employé de la compta. Mais qui que ce soit.
Cette personne venait de me donner l'arme la plus puissante qui soit. J'apportai immédiatement la clé USB à Maître Durand. Après l'avoir écouté, il sourit pour la première fois depuis que nous nous connaissions. C'est terminé pour eux, Madame Dubois, dit-il. La falsification de documents pour la justice est un crime très grave. Cette preuve les met KO. Oh. Ils ne pourront plus rien contester. Un sentiment de soulagement m'envahit. C'était comme si le lourd nuage noir qui pesait sur ma vie depuis des semaines était enfin percé par un rayon de soleil. Je savais que le combat n'était pas fini. Mais je voyais la ligne d'arrivée. Je n'étais pas heureuse de les voir s'effondrer. Mais j'étais heureuse que la vérité soit sur le point d'éclater et que justice soit faite. Ce soir-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je pris ma voiture et quittai la ville, roulant jusqu'à la côte normande, un endroit que j'aimais depuis l'enfance. Je marchais pieds nus sur le sable, laissant les vagues caresser mes pieds. Le bruit des vagues et le vent marin apaisèrent mon âme meurtrie. Je regardais l'horizon infini. J'avais appris une leçon de vie très chère. La confiance est la chose la plus fragile au monde. Et parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux que nous aimons le plus. Mais j'avais aussi appris que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une lueur d'espoir. Et surtout, j'avais découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. J'étais prête. Prête à affronter demain. Et à construire mon avenir de mes propres mains. La nouvelle preuve de la clé USB changea complètement la donne. Maître Durand la présenta immédiatement au tribunal, provoquant une onde de choc. Le camp de Thomas et Chloé fut pris de court. Ils n'avaient jamais imaginé que leur conversation secrète puisse être enregistrée. Leur avocat tenta de plaider que la preuve avait été obtenue illégalement. Mais le contenu des enregistrements était si accablant qu'il était difficile de nier leur intention frauduleuse. La tension au sein de Dubois-Lefebvre Architecture atteignit son paroxysme. Lorsque la nouvelle des enregistrements se répandit, les employés qui étaient restés neutres commencèrent à voir la vérité en face. Leur regard sur Thomas changea. Il n'était plus un leader respecté, mais un homme d'affaires véreux. La confiance s'effrita rapidement. Étienne me raconta que l'agence était comme un navire en train de sombrer. Plusieurs designers de mon ancienne équipe démissionnèrent. Ils ne voulaient plus travailler pour une organisation sans éthique. Certains clients, apprenant la nouvelle, se retirèrent des projets, aggravant la situation financière déjà précaire de l'entreprise. L'empire que Thomas avait tenté de s'approprier s'effondrait par sa propre faute. Alors que la situation extérieure tournait en ma faveur, mon état d'esprit, lui, ne s'améliorait pas. Je me sentais épuisé par ce combat sans fin. Je voulais que tout s'arrête. Je commençais à me demander si tout cela en valait la peine. Détruire la vie de 2 personnes, même si elles m'avaient fait du mal, me rendrait-il vraiment heureuse? L'idée d'abandonner commença à germer. Peut-être devrais-je m'arrêter là. Divorcer. Et laisser la justice pénale suivre son cours. Je voulais sortir de ce cycle de haine et commencer une nouvelle vie. J'appelai Maître Durand pour en discuter. Madame Dubois. Je comprends ce que vous ressentez, dit-il avec compassion. Mais si vous reculez maintenant, c'est comme si vous laissiez les coupables s'en tirer. Thomas n'ira peut-être pas en prison, mais son casier judiciaire portera la trace de cette fraude. Pensez-vous qu'un homme comme lui s'arrêtera là? Ces paroles me firent réfléchir. Il avait raison. Thomas ne regretterait jamais. Il verrait cela comme une victoire et chercherait probablement à se venger à l'avenir. Il y a autre chose que je ne vous ai pas encore dit. Poursuivit Maître Durand. J'ai fait enquêter mon équipe sur TC Solutions. Et nous avons trouvé quelque chose d'encore plus intéressant. Quoi donc? Demandai-je.
Cette société n'a pas seulement servi à encaisser l'argent de votre agence. Ils ont utilisé cet argent pour investir dans une autre affaire. Mon cœur s'accéléra. C'était une information nouvelle. Quelle affaire? Ils ont acheté un terrain en Provence. Sur la Côte d'Azur. Un grand terrain en bord de mer. Et ils sont en train de demander un permis de construire pour un hôtel-resort de luxe. Je retins ma respiration. Un hôtel-resort. C'était mon rêve. Un rêve que j'avais raconté à Thomas un nombre incalculable de fois. J'avais des carnets entiers d'esquisses de mon resort idéal. C'était le projet de ma vie. Celui que je voulais réaliser une fois notre agence bien établie. La terrible vérité me frappa de plein fouet. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse, ni un simple détournement de fonds. C'était le vol de mes rêves. Thomas et Chloé ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient construire leur avenir sur les ruines de ma vie et de mes aspirations. Ils avaient pris l'argent qu'ils m'avaient volé pour réaliser le projet de mes rêves. Sans moi. La faiblesse et le découragement que je ressentais quelques instants plus tôt disparurent. Remplacés par une colère plus intense que jamais. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. L'ultime trahison. Ils ne s'étaient pas contentés de détruire mon passé et mon présent. Ils essayaient de me voler mon avenir. Maître Durand, dis-je. Ma voix soudainement froide et tranchante. Nous ne reculerons pas d'un seul pas. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et nous devons gagner. Entendu? Madame Dubois? Répondit-il fermement. Et je ne veux pas seulement qu'il soit puni par la loi. Continuai-je. Je veux récupérer ce terrain. Il devrait être à moi. Maître Durand marqua une pause. Ce sera complexe. Car le terrain est au nom de TC Solutions. Mais nous pouvons prouver au tribunal que ce bien a été acquis frauduleusement et en demander la saisie au titre des dommages et intérêts. Très bien. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Je veux récupérer tout ce qui m'appartient. Je raccrochai. Le cœur battant la chamade. Mon objectif était devenu limpide. Je ne laisserai personne me voler mes rêves. Dubois Lefebvre Architecture était peut-être en train de s'effondrer. Mais mon âme d'architecte, elle, était plus vive que jamais. Je retournai à mon bureau. Sortis le vieux carnet où j'avais dessiné le resort de mes rêves. Je chassai la poussière sur la couverture et l'ouvris. Les lignes que j'avais tracées avec tant d'espoir et de joie me semblaient maintenant être le rappel d'une trahison amère. Mais au lieu de me sentir découragé, je sentis une inspiration nouvelle m'envahir. Je pris un crayon et commençai à esquisser de nouveaux plans. À côté des anciens. Je le rendrai encore meilleur. Plus beau. Plus significatif. Je ne laisserai pas ce rêve mourir avec une relation échouée. J'allais le reconstruire. Comme le symbole de ma propre renaissance. À ce moment-là, Étienne appela. Madame Dubois. J'ai une nouvelle importante. Toute notre équipe de conception a démissionné. En bloc. Aujourd'hui. Quoi? M'exclamai-je. Surprise. Nous avons pris notre décision. Nous ne voulons plus travailler ici. Et nous voulons tous repartir de zéro. Avec vous. Sa voix était pleine de conviction et de sincérité. Les larmes me montèrent à nouveau aux yeux. Mais c'étaient des larmes d'espoir et de gratitude. Alors que je me sentais si seule, je découvrais que j'avais des alliés prêts à m'accompagner. Ils n'étaient pas seulement mes anciens collègues. Ils étaient mes compagnons d'armes. Merci. Étienne. Merci à tous. Vraiment. Dis-je d'une voix étranglée par l'émotion. Tenez-vous prête? Élise. Nous sommes convaincus que le meilleur est à venir. Je raccrochai et regardai mes nouvelles esquisses. Une idée claire et puissante germa dans mon esprit.
Je n'attendrai pas la fin du procès. Je n'attendrai pas qu'on me rende mon rêve. Je le créerai moi-même. Maintenant. J'allais fonder une nouvelle agence. La mienne. Et nous nous battrions pour remporter ce projet de resort. Avec notre seul talent. Une nouvelle guerre venait de commencer. Et cette fois, c'était moi qui tenais les rênes. La démission en bloc de l'équipe de conception fut le coup de grâce pour Dubois-Lefebvre Architecture. L'entreprise, autrefois un fleuron, avait perdu son moteur créatif. Thomas se retrouva à la tête d'une coquille vide. Une structure administrative sans rien à vendre. Pendant que son navire sombrait, le mien prenait forme. En une semaine à peine, j'avais enregistré ma nouvelle agence, Élise Dubois et Associés. Un nom simple, mais qui reflétait un esprit d'équipe et de respect mutuel. Nous n'avions pas de bureau luxueux à la Défense. Nous avons commencé dans un petit espace de coworking, mais l'atmosphère y était vibrante d'une énergie créative que je n'avais pas connue depuis longtemps. Mon équipe, composée d'Étienne et de 4 jeunes architectes talentueux, travaillait sans relâche. Nous étions comme des naufragés construisant leur propre paradis. Pas de politique de bureau. Pas de hiérarchie pesante. Juste des passionnés unis par un même idéal. Le sourire et les rires étaient revenus dans ma vie professionnelle. Notre premier et unique objectif était le projet Serenity Bay. Le nom que Thomas et Chloé avaient donné au resort qu'ils comptaient construire sur le terrain volé. Grâce à Maître Durand, nous savions que le projet serait ouvert à des propositions d'investisseurs et d'agences d'architecture dans les 2 prochains mois. Thomas, via sa société TC Solutions, serait certainement de la partie. Il avait besoin de partenaires et de fonds pour concrétiser son projet. Pensez-vous qu'on puisse rivaliser? Élise? Demanda l'un des jeunes architectes. Inquiet. Notre agence est toute nouvelle. Sans portfolio. Alors que Monsieur Lefebvre a le terrain et probablement des contacts. Je regardais mon équipe. Leurs yeux pleins d'espoir mais aussi d'incertitude. Nous n'avons peut-être pas leur capital, ni leurs relations, mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Dis-je avec conviction. Nous avons le talent, la créativité, et surtout, l'intégrité. Nous nous battrons avec ça. Je répartis les tâches. Et nous avons commencé un brainstorming intense. Nous ne voulions pas seulement créer un beau resort. Nous voulions créer un lieu avec une âme. J'utilisais mon histoire personnelle comme fil conducteur de notre concept. Notre resort ne serait pas un simple lieu de vacances, mais un espace de guérison et de renaissance. Chaque élément architectural serait conçu pour reconnecter les gens à la nature et à eux-mêmes. Nous avons travaillé jour et nuit. Notre petit bureau était rempli d'esquisses, de maquettes, de planches de présentation. J'étais redevenue moi-même, l'architecte passionnée et rêveuse. La douleur de la trahison s'était transformée en un puissant carburant créatif. Pendant ce temps, j'avais des nouvelles du camp adverse. Thomas luttait désespérément. Il essayait d'embaucher des architectes d'autres agences. Mais personne ne voulait s'associer à quelqu'un impliqué dans une affaire de fraude. Il dut donc concevoir le projet lui-même, en se basant sur mes anciennes idées qu'il avait volées. C'était comme essayer de cuisiner un plat gastronomique avec des restes, sans le talent ni l'âme du chef. Sa relation avec Chloé se détériorait également. Des amis communs m'ont rapporté qu'ils se disputaient constamment. Chloé, qui avait rêvé d'une vie de luxe, était maintenant confrontée au stress du procès et à une situation financière précaire. Elle commençait à rejeter la faute sur Thomas. Leur amour, qui semblait si passionné, se fissurait face à la dure réalité. Ma mère ne me contactait toujours pas. Je lui envoyais des messages de temps en temps, lui racontant ma nouvelle vie.
mais sans jamais recevoir de réponse. Son silence était douloureux. Mais il me forçait à être plus forte, à tenir sur mes propres jambes. 2 mois passèrent rapidement. Le jour de la présentation du projet Serenity B arriva. Nous nous sommes rendus dans la salle de réunion d'un grand groupe d'investisseurs. L'avenir de notre agence dépendait de la décision de quelques personnes. Mon équipe était nerveuse, mais je me sentais étrangement calme. J'avais fait de mon mieux. Le reste ne dépendait plus de moi. En attendant notre tour, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Thomas en sortit, suivi de Chloé. Le visage fermé. Nos regards se croisèrent. Le sien était plein de haine et de mépris. Il nous toisa. Ma petite équipe et moi. Comme si nous n'étions que des moustiques agaçants. Chloé. Elle. Évita mon regard. Je vis la fatigue et le manque d'assurance dans ses yeux. Ma petite sœur, autrefois si pétillante, ressemblait à une fleur fanée. Je ne ressentis aucune satisfaction. Juste une pointe de tristesse. C'était son choix. Et elle en subissait les conséquences. C'est à vous, nous dit un assistant. Je pris une profonde inspiration et souris à mon équipe. Allons-y. Montrons-leur de quoi nous sommes capables. Nous sommes entrés dans la salle de réunion. Notre arène finale. J'étais prête à affronter mon passé et à reconquérir mon avenir. La grande salle de réunion était silencieuse, hormis le bourdonnement de la climatisation. Devant moi, un comité d'une dizaine d'investisseurs. Des personnes influentes, au regard perçant et scrutateur. Je savais qu'ils ne voulaient pas seulement de belles images, mais une vision tangible. Le diaporama de Thomas était encore affiché sur l'écran, des rendus 3D d'un resort luxueux, mais sans âme. Un patchwork de mes anciens travaux. Une copie sans esprit. Je commençais ma présentation non pas avec des images, mais avec une histoire. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus seulement un bel endroit où se reposer. Ils aspirent à un espace pour se reconnecter avec eux-mêmes et la nature. Je développais le concept d'un espace de guérison, expliquant comment l'architecture pouvait influencer positivement l'esprit. Je ne vendais pas un hôtel, je vendais une expérience. Puis, je dévoilais nos maquettes et nos esquisses. Notre projet respectait l'environnement existant, intégrant les arbres majestueux au lieu de les abattre. Nous utilisions des matériaux locaux, créant des emplois pour la communauté. Chaque bâtiment était conçu pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation, minimisant la consommation d'énergie. Le cœur de Serenity B, expliquai-je, n'est pas le luxe matériel, mais la sérénité authentique. Je vis le regard des membres du comité changer, passant de la politesse à un intérêt certain. Ils posèrent des questions pointues, auxquelles mon équipe répondit avec une maîtrise parfaite. C'était le fruit de notre passion et de notre dévouement total à ce projet. Notre travail d'équipe fluide et harmonieux contrastait fortement avec la présentation de Thomas, où il avait été le seul à parler. À la fin de notre présentation, le président du comité me regarda, l'air indéchiffrable. Votre concept est fascinant, Madame Dubois, mais un peu idéaliste. Comment pouvez-vous garantir un retour sur investissement? C'était la question à laquelle je m'étais préparée. Le développement durable est le modèle économique le plus rentable à long terme? Répondis-je avec assurance. Notre resort attirera une clientèle haut de gamme, soucieuse de l'environnement et du bien-être. Un marché en pleine expansion. De plus, notre conception économe en énergie réduira considérablement les coûts d'exploitation. Je présentai un plan d'affaires solide, prouvant que mon idéalisme était aussi très rentable. Puis, un membre du comité,
silencieux jusqu'alors, leva la main. Une question. Madame Dubois. Je sais que vous êtes en litige avec Monsieur Lefebvre, le propriétaire du terrain. Comment cela n'affectera-t-il pas le projet? Mon cœur se serra. C'était ma seule faiblesse. La salle devint silencieuse. Thomas, qui attendait dehors, devait jubiler. Il pensait que c'était le coup de grâce. Je pris une profonde inspiration. Oui. C'est vrai? Admis-je franchement. Et ce litige concerne précisément ce terrain, acheté avec de l'argent détourné de mon ancienne société. Un murmure parcourut la salle. J'ai toutes les preuves pour le démontrer devant un tribunal. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour demander votre pitié. Je suis ici pour proposer quelque chose de mieux. Je regardai le président droit dans les yeux. Les fondations d'un grand projet ne reposent pas sur un titre de propriété, mais sur l'intégrité de ses fondateurs. Un projet né de la fraude ne peut être durable. J'ai donc une proposition. Conclus-je. Si vous croyez en notre vision, mon agence est prête à trouver un nouveau terrain tout aussi exceptionnel. Ou, si la justice me rend ce qui m'est dû, nous serons prêts à développer ce projet avec vous. C'était mon va-tout. Je montrais que, quoi qu'il arrive, je réaliserai mon rêve. Le président hocha lentement la tête. Merci pour votre clarification. Nous allons examiner toutes les informations et nous vous informerons de notre décision. La présentation était terminée. En sortant, nous croisâmes Thomas et Chloé. Il nous bloqua le passage. Un sourire narquois aux lèvres. Continue de rêver. Élise. Tu n'auras jamais ce projet. Tu n'as rien. Pas de terrain. Pas d'argent. Que du vent. Parfois, le vent de la sincérité a plus de force que l'argent de la malhonnêteté. Répliquai-je sans crainte. La colère brilla dans ses yeux. Il allait répondre, mais Chloé le tira par le bras. Allons-y. Thomas. Ne perdons pas notre temps avec eux. Ils partirent. Chloé n'osant même pas me regarder. Étienne me tapota l'épaule. Vous avez été incroyable. Élise. Toute l'équipe m'entoura pour m'encourager. Quel que soit le résultat. Aujourd'hui, nous avions gagné le respect de nous-mêmes. Nous nous étions battus pour ce qui est juste. Et c'était peut-être la plus grande victoire de toutes. Une semaine s'écoula. Lente et angoissante. Chaque jour, nous venions travailler dans l'attente d'un appel qui ne venait pas. Le doute commençait à s'installer. Puis, un après-midi, le téléphone sonna. C'était le bureau des investisseurs. Mon cœur battait à tout rompre. Je mis le haut-parleur pour que toute l'équipe puisse entendre. Allô? Élise Dubois à l'appareil. Bonjour Madame Dubois. Je vous appelle de la part du comité du projet Serenity B. Dit une voix formelle. Nous avons examiné toutes les propositions et... Il marqua une pause qui sembla durer une éternité. Et nous avons le plaisir de vous informer que le comité a décidé à l'unanimité de choisir votre concept et d'investir avec votre agence. Un silence de quelques secondes fut suivi d'une explosion de joie. Nous nous sommes serrés dans les bras. Certains pleurant de bonheur. C'était une victoire douce, obtenue par le talent et l'honnêteté. Il y a une condition? Madame Dubois. Reprit la voix. Le terrain étant en litige, nous avons décidé de ne pas attendre. Nous allons acquérir un nouveau terrain de potentiel équivalent. À nos frais. Nous voulons que ce projet démarre au plus vite. C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Ils ne nous choisissaient pas seulement. Ils résolvaient aussi le problème du terrain. Preuve de leur immense confiance en notre vision. Une dernière chose.
ajouta-t-il plus bas. L'une des raisons de notre décision a été la présentation de Monsieur Lefebvre. Comment ça? Demandai-je. Il n'a rien présenté de nouveau? Utilisant des esquisses qui semblaient être les vôtres. De plus, lorsqu'un de nos juristes infiltrés dans le comité lui a posé des questions sur les transactions suspectes, il a perdu son calme et s'est montré agressif. Cela nous a montré qu'il n'était pas un partenaire fiable. Et pour couronner le tout, il a accidentellement projeté une vidéo personnelle de Mademoiselle Dubois dans leur chambre d'hôtel. Un manque de professionnalisme flagrant. J'étais stupéfaite. Thomas s'était détruit lui-même. Sa cupidité, sa malhonnêteté et son instabilité émotionnelle l'avaient conduit à sa perte. La loi du karma. Directe et implacable. Après avoir raccroché, j'avais l'impression de rêver. Nous avions réussi. Ce n'était pas seulement un contrat. C'était ma vie et mes rêves que je récupérais. C'était la preuve que faire ce qui est juste, même si c'est difficile, mène à une victoire durable. La nouvelle de la décision se répandit, sonnant le glas de Dubois Lefebvre Architecture. Thomas avait tout perdu. Le procès suivit son cours, et l'issue était claire. Un jour, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'hésitai. Puis répondis. Élise? C'était la voix rauque et tremblante de Chloé. Je restai silencieuse. Je suis désolée, dit-elle en sanglotant. Je suis désolée pour tout. J'ai été stupide. J'ai eu tort. Je la laissai parler. Maintenant. Thomas. Il m'a quittée. Il a dit que je portais la poisse. Il a pris le reste de l'argent et a disparu. Je n'ai plus personne. Ses pleurs résonnaient dans mon oreille. Le son de la défaite et du désespoir. Élise. Je t'en supplie. Aide-moi. Je n'ai plus d'argent. Nulle part où aller. Je fermai les yeux. Le souvenir de cette nuit me revint. La douleur était toujours là. Mais la haine s'était estompée. Tu as encore maman? Dis-je d'une voix neutre. Maman. Elle est dans le pétrin. Après la fuite de Thomas. Les créanciers sont venus. Notre maison va être saisie. C'était une conséquence que je n'avais pas anticipée. Le karma n'affectait pas seulement les coupables, mais aussi leur entourage. Que veux-tu de moi? Demandai-je. Je veux juste une chance. Je reconnais tous mes torts. Je témoignerai contre Thomas. Juste. Pardonne-moi. S'il te plaît. Pardonner. Un mot si facile à dire. Si difficile à faire. Comment pardonner à ceux qui ont détruit votre vie? Mais je voyais aussi une jeune femme perdue. Aveuglée par l'ambition. Peut-être que s'accrocher à la colère? C'était comme porter une pierre inutilement lourde. Il était temps de la poser. On en reparlera? Répondis-je. Mais pour l'instant? Si tu n'as nulle part où aller? Tu peux revenir aux Pentouzes. Au moins. Là-bas. Tu seras en sécurité. Je raccrochai sans attendre sa réponse. Je ne savais pas si j'avais bien fait. J'avais agi par instinct. Ce qu'il restait de mon amour de sœur. Le vrai pardon? Ce n'est peut-être pas d'oublier, mais d'accepter et d'avancer, sans être enchaîné au passé. C'était la dernière leçon que je devais apprendre. Après ce jour, Chloé revint effectivement aux Pentouzes. Épuisée, amaigrie. Son regard autrefois ambitieux était maintenant vide. Elle n'avait qu'une petite valise. Nous parlions peu. Je lui préparai la chambre d'amis. Le silence entre nous était lourd de non-dits. Chloé tint sa promesse.
Elle collabora pleinement avec Maître Durand. Son témoignage, ajouté à nos preuves, accéléra la fin du procès. Thomas, en fuite, fut reconnu coupable de fraude et de détournement de fonds. Tous ses actifs, y compris le terrain en Provence, furent saisis pour rembourser les dettes de l'entreprise en faillite, dont j'étais la principale créancière. Grâce à sa coopération, Chloé obtint une peine avec sursis. Elle échappa à la prison. Mais la honte la suivrait toute sa vie. Un jour, en partant travailler, je trouvai ma mère devant la porte. Elle avait vieilli. Ses cheveux parsemés de blanc. Son visage creusé par le chagrin. Son regard n'était plus hostile, mais rempli de regrets. « Élise, murmura-t-elle. Maman te demande pardon. J'ai été aveugle. J'ai eu tort avec toi. Je suis tellement désolée. » En la voyant pleurer, mon cœur, autrefois durci, s'adoucit. Je n'étais plus en colère. Je la pris dans mes bras. Notre première étreinte depuis des mois. Ce n'est rien, maman. C'est du passé, la rassurai-je. Je la fis entrer. Chloé sortit de sa chambre. Les trois. Nous nous sommes fait face en silence. Chloé s'agenouilla devant nous, en larmes, demandant pardon. Je la relevai aussitôt. Lève-toi. Chloé. Ne fais pas ça. Élise. Je ne te demande pas de me pardonner. Juste de me donner une chance de me racheter. Je ferai n'importe quoi. Le ménage. Être ton assistante. Tout. Mais ne me chasse pas. Je vis dans ses yeux un regret sincère. Je savais que le chemin du pardon serait long. Mais voir ma famille réunie, même meurtrie, me donna l'impression que c'était peut-être le meilleur des nouveaux départs. Nous ne serions plus jamais comme avant. Mais nous pouvions construire une nouvelle relation, basée sur la vérité et la compréhension. Quelques mois plus tard, l'agence Élise Dubois et Associés déménagea dans de nouveaux bureaux. Plus grands et plus beaux. La construction du projet Serenity Bay commença sur un nouveau terrain. Encore plus magnifique. Mon équipe travaillait dans la joie et l'enthousiasme. Étienne était devenu mon associé. Mon pilier. Chloé travaillait pour moi. Comme assistante administrative. Elle était travailleuse. Humble. Cherchant à se racheter par ses actions. Notre relation s'améliorait lentement. Ma mère était redevenue la maman attentionnée. Nous préparant de bons petits plats. J'avais remboursé les dettes pour sauver la maison familiale. De Thomas. Plus aucune nouvelle. Il avait disparu, laissant derrière lui des dettes et un casier judiciaire. Parfois, je me demandais ce qu'il était devenu. Mais je ne cherchais pas la réponse. Il appartenait à un passé que j'avais laissé derrière moi. Un soir, sur la terrasse du Penthouse, contemplant les lumières de Paris, ma mère m'apporta un thé chaud. Merci, ma chérie. Pour tout, dit-elle doucement. Je lui souris. Nous restâmes là. En silence. Un silence rempli d'amour et de compréhension. J'avais appris que la loi du karma est toujours juste. Chaque action a ses conséquences. Thomas et Chloé avaient payé le prix de leurs actes. Tout comme j'avais été récompensée pour ma patience et mon intégrité. Les fondations de mon mariage s'étaient effondrées. Mais j'en avais bâti de nouvelles. Plus solides. Basées sur la vérité. Le talent. Et surtout, le pardon. J'avais peut-être perdu un mari. Mais j'avais retrouvé ma famille. Et j'avais découvert la meilleure version de moi-même. Et c'était, à sa manière, une fin heureuse.
Un an plus tard, je me tenais sur le site de construction de The Serenity Bay. Le vent marin caressait mon visage. Devant moi, les premières structures du bâtiment d'accueil prenaient forme. Ce n'était pas le terrain de la trahison, mais un nouveau lieu. Une baie privée entourée de nature. Un cadeau du destin. Étienne me rejoignit. Un plan à la main. Notre relation était celle de partenaires, d'amis. Une confiance mutuelle qui était le fondement de notre agence. Plus loin, je vis Chloé. En casque de sécurité. Discuter avec le chef de chantier. Elle avait demandé à travailler sur le terrain pour apprendre. Elle était travailleuse et humble. Et le temps commençait doucement à guérir nos blessures. Mon téléphone vibra. C'était un appel vidéo de ma mère. Son visage souriant apparut. Comment ça va? Ma chérie? Pas trop de travail? Je lui montrai le chantier. C'est merveilleux. Prends soin de toi. Cette conversation simple était un bonheur retrouvé. En marchant sur le site, je repensais à tout le chemin parcouru. J'avais tout perdu, l'amour, la confiance, la famille, mes rêves. J'avais cru que je ne serais plus jamais heureuse. Mais j'ai appris que nous sommes plus forts que nous le pensons. La douleur ne nous tue pas. Elle nous forge. La trahison nous apprend la valeur de l'honnêteté. Et les blessures les plus profondes peuvent être guéries par le temps et le pardon. Surtout le pardon envers soi-même. Ma réussite d'aujourd'hui ne vient pas de la destruction des autres, mais de la reconstruction de ma propre vie sur des ruines. Je m'arrêtai au bord de la falaise, regardant la mer scintillante sous le soleil. Je ne regardais plus en arrière. Je regardais vers l'avenir. Un avenir que j'avais conçu et bâti de mes propres mains. La douleur était devenue une force. La trahison une leçon. J'avais découvert que le vrai bonheur ne vient pas de la présence de quelqu'un à nos côtés, mais de la capacité à se tenir debout. Avec grâce. Sur des fondations solides que l'on a créées pour soi-même.